Alors, on va voir quelques autres exemples rapidement. Donc là, un autre exemple, exemple 2, c'est un exemple simple. Imaginez une fonction qui est juste afficher accueil. On peut imaginer un petit jeu vidéo, par exemple, sur console, où vous voulez faire un petit affichage au début. Bon, là, j'ai vraiment fait un affichage simple, j'ai juste mis bonjour. Mais on peut très bien imaginer tout un menu, par exemple, et ça pourrait être la première ligne de la fonction principale, un petit accueil, qui met un petit menu pour un jeu, par exemple. Donc ça, c'est un autre exemple. Alors ensuite, bon, je vous laisse le programmer si vous le souhaitez. Alors ensuite, l'exemple 3. Alors l'exemple 3, il s'agit de saisir un entier. Alors, saisir un entier, on a vu tout à l'heure que c'était possible et qu'on en avait besoin éventuellement pour calculer le delta d'ailleurs. Alors, saisir un entier, bon, nous, ce serait d'ailleurs plutôt saisir un réel pour le delta en soi, mais bon, peu importe, les deux sont possibles. Pour le moment, on va vraiment se séparer du delta, mais on pourrait très bien les combiner en soi. Alors, cette fonction, donc, elle n'a pas d'entrée, puisque c'est juste le clavier, mais elle a une sortie qui est ici un short. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'un short, c'est un entier qui était codé sur 2 octets. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'écrire le prototype, un exemple d'appel de fonction, et ensuite d'écrire toute la fonction. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, donc vous faites ça directement sur Repeat, pas de le faire sur papier. Dès que vous avez fait ça, écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir 2 entiers A et B, puis affiche la somme A plus B. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans le main. Dans le main, vous allez appeler la fonction saisir un entier 2 fois pour saisir A et B. Et dans le main, ensuite, vous allez faire la somme de A et B et l'afficher. Donc une fois de plus, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Et dès que vous êtes prêt, donc mettez sur pause, dès que vous êtes prêt, vous reprenez. Alors, donc prototype de saisir un entier, rappelez-vous, on commence par écrire la fonction au milieu. À droite, on met les entrées. Or, il n'y en a pas ici parce que c'est le clavier. Et à gauche, on met les sorties. Et la sortie, il y en a une qui est un short. Donc, je mets short à gauche. Un exemple d'appel de fonction. Alors, puisque j'ai une variable ici, il va falloir mettre une variable égale. D'accord? Donc, par exemple, mon entier égale saisir un entier. Et le void, je le remplace par quoi? Tout simplement, vous le savez tous, par un espace vide. Donc mon entier égale saisir un entier. Rappelez-vous que ce sont des underscores, c'est bien tout attaché en fait. La définition de fonction, on va la faire sur ordi. Bon, on va recommencer. Donc on va créer un nouveau projet. Donc je vais faire fichier, nouveau fichier au projet, un nouveau non-cute plain C++. Voilà. Cette fois-ci, je vais l'appeler saisir entier. Ensuite, je choisis à nouveau celui-là. Donc vous en avez qu'un seul, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. À nouveau, on a un programme après qui fait rien. Prenez l'habitude de faire un petit contrôleur pour vérifier que ça marche, parce que parfois, même au début, on a un petit problème. Surtout si vous avez des soucis de dossier mal organisés, ça va peut-être pas bien marcher. Alors chez moi, ça fonctionne bien. Donc je vais créer ma fonction saisir un entier. Donc ce qu'il faut faire d'abord, c'est écrire le prototype au-dessus. Donc on a dit que c'était short saisir un entier void. Je recopie ce qu'on a dit tout à l'heure. Je fais un copier-coller de la même chose en dessous, excepté que j'ouvre une accolade, j'enlève j'enlève le point virgule et je mets les accolades à la place. Et je n'oublie pas de mettre un return puisque on sait qu'il va falloir, je vais l'appeler n par exemple, il va falloir faire un return puisque vous avez un short ici. Ça veut dire qu'on doit faire un retour. Donc il faut que je crée n, bien sûr, si je ne crée pas n, il n'est pas content, c'est pour ça qu'il me faisait une erreur, puisque là, il n'y avait pas de return ici. Alors on va compléter cette fonction, donc on veut saisir un entier c'est quoi? Ça veut dire demander à l'utilisateur d'entrer un entier. Donc on va faire std cout, on va dire veuillez entrer un entier, c'est déjà très simple, entrer un entier, voilà, hop. Et ensuite std cin, ça c'est pour récupérer la valeur, on va l'enregistrer dans n. Et là c'est bon, de toute façon on a le return. On peut éventuellement mettre un petit affichage, c'est toujours rassurant, comme ça on va vérifier que tout va bien. Vous avez entrée, donc mettez pas d'accent sinon ça fait des petits problèmes d'affichage. Vous avez entrée n, et là je mets un petit passage à la ligne, voilà.
Donc si vous faites CTRL R, ça ne va pas faire grand chose excepté Hello World, hein, puisque pour le moment tout ce que ça fait c'est un affichage. Ici Hello World, la fonction main n'a pas appelé saisir un entier, donc ça risque pas de faire grand chose. Donc le Hello World je vais l'enlever, il ne m'intéresse pas. Par contre je vais donc appeler la fonction saisir un entier. Pour cela il faut quand même d'abord que j'introduise un entier, bon là je vais l'appeler mon entier par exemple, et que j'enregistre dans mon entier justement, pardon, pas de parenthèse, mon entier égale saisir un entier. Voilà, il me propose très gentiment que de saisir un entier et void, il n'y a rien à l'intérieur. On a créé un entier et pour le moment on va faire juste une saisie. Donc on va vérifier, je fais un nouveau CTRL. Vous remarquez que je fais souvent des petites vérifications, je vais essayer de faire pareil parce que souvent on fait des petites erreurs. Donc là il y a marqué entrer un entier, c'est logique parce qu'en fait quand j'appelle la fonction ici, eh bien j'entre dans la fonction, donc ça me fait entrer un entier, donc je vais entrer par exemple 5. Il va me dire vous avez entré 5, voilà. Il sort de la fonction, il arrive là, il enregistre 5 ici. Alors vous pourriez très bien d'ailleurs mettre cette phrase-là ici, ça marcherait très bien. Par contre, au lieu de mettre n, bien sûr, il faudrait mettre mon entier. Ça permet de vérifier que la fonction a bien fonctionné, que mon entier contient bien 5. On va vérifier, je mets 5, voilà, vous avez entré 5, ça marche toujours. Donc ça c'est rassurant. Alors, je vais quand même le remettre ici parce que je trouve ça plus intéressant. Enfin, sinon ça fait une fonction un peu courte, on va dire. Donc je vais remettre n. Voilà, vous avez entré n. Alors, vous pouvez également sélectionner, vous faites CTRL-I. CTRL-I, ça permet d'avoir un truc un peu plus esthétique. Le mettre, c'est I pour indentation en fait. CTRL-I, ça permet, imaginez que vous avez des choses qui sont n'importe comment, comme ça, voilà, c'est pas très joli. Vous sélectionnez, CTRL-I, ça le met bien pour vous, donc c'est quand même pratique. Notamment quand il y a plein d'accolades, des choses comme ça. Ok, alors dans le programme, je vous ai dit aussi, écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir deux entiers A et B, puis affiche la somme A plus B. Donc on va en fait, au lieu de mettre mon entier, je vais l'appeler A, et je vais appeler B, et on va appeler donc saisir mon entier deux fois, une fois avec A, et une fois avec B. Saisir un entier, voilà. Et ensuite, on est censé afficher la somme de A et de B, donc voilà, on va faire std, cout, la somme de A et B est petit espace. Là, vous mettez tout simplement A plus B, hein, et voilà. Et un petit passage à la ligne, et point virgule, toujours point virgule à la fin. Donc j'ai mis un espace, donc ça devrait être bon. Voilà. Donc j'appelle la fonction saisir un entier deux fois. Donc mon premier entier, j'ai encore mis 5, le deuxième, je vais mettre 10. Vous avez entré 10, voilà, la somme de A et B est 15, c'est logique, puisque 5 plus 10, ça fait 15. Et bien sûr, ça marchera, quelles que soient les valeurs. Hein. Si je mets 2 et 8, par exemple, ça va faire 10, ce qui est logique. Donc voilà pour ce deuxième, enfin, troisième exemple, mais deuxième exemple qu'on a vraiment programmé. Alors, on va voir un dernier exemple. Fonction déterminer max. Alors, déterminer max, c'est une fonction qui permet de déterminer tout simplement le maximum de deux entiers A et B. Donc, de la même manière, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous écriviez donc le prototype de la fonction, un exemple d'appel de fonction, comme tout à l'heure. Vous définissez la fonction. Et ensuite, vous appelez la fonction deux fois pour déterminer le maximum de 3 entiers. Parce que normalement, déterminer max ne permet d'obtenir que le maximum de 2 entiers. Donc je ne vous demande pas d'écrire une fonction qui détermine le maximum de 3 entiers. Hein. Je veux une seule fonction qui détermine le maximum de 2 entiers. Mais dans le main, vous allez déclarer 3 entiers A, B et C. Et il va falloir déterminer le max de ces 3 entiers en utilisant cette fonction, donc sans la modifier, en utilisant cette fonction deux fois. D'accord? Donc allez-y, pareil, mettez sur pause, réfléchissez. Et dès que vous, si vous êtes bloqué, vous pouvez regarder, mais sinon, idéalement, ce serait bien que vous arriviez tout seul. Bon, on va démarrer cet exemple sur déterminer un maximum. Donc à nouveau, je peux soit faire fichier à nouveau, soit je peux aller dans accueil et new, ça marche aussi. Non-cute, plain C++, ok, je choisis. Et là, il s'agit de déterminer un max. Alors, déterminer max, voilà. Bon, là, il se trouve que je lui donne le nom de la fonction, mais on peut donner n'importe quel nom. Hein. Peut-être que je devrais lui donner un autre nom, parce que ça peut induire en erreur. C'est vraiment juste le nom de votre projet. Donc voilà, maximum. À nouveau, je choisis min.gw, voilà, terminé. On vérifie avec un petit CTRL R que ce programme fonctionne bien de base, pas de souci. Et ensuite, alors, on a dit d'abord de décrire le prototype de la fonction. Alors le prototype, comment est-ce qu'il s'écrit? Donc on sait que c'est le nom de la fonction, c'est déterminer max. Donc toujours, on commence par l'écrire. Logique.
Ensuite, on sait qu'on a deux paramètres en entrée qui sont deux entiers A et B, et qu'on a également un paramètre en sortie, qui est également un entier de type long. Donc là, j'ai mis ma sortie. Et entre parenthèses, je vais mettre mes deux entiers. Voilà. Et je mets un point virgule puisqu'il s'agit du prototype. Je reprends la même fonction. Alors je vais enlever ça parce que j'en ai plus besoin. Je remets donc la même fonction sauf que j'enlève le point virgule. Et je passe à la ligne. À nouveau, vous remarquez que on a un long, donc il va falloir faire un return. Donc il va falloir déterminer le maximum de A et de B. Donc ce maximum, je vais l'appeler max. Et pour trouver le maximum de A et B, ben, il s'agit de déterminer lequel des deux est plus grand. Donc il faut faire un if-else. Donc if A est plus grand que B, tout simplement, on va dire que max c'est A. Et sinon, max c'est B. Ça semble assez logique. Et on va return, on va retourner le max. Voilà. Donc ça c'est juste une fonction qui détermine le maximum de deux entiers. Donc pour la tester, je vais tester avec deux entiers, je mets A égale 5, B égale 10. Voilà. Et je vais écrire, et puis bon, je vais également introduire une variable max. Et je vais écrire max égale déterminer max. Ça c'est mon appel de fonction. Et je vais mettre A et B. Donc vous remarquez que c'est pas forcément très joli ici. Donc à nouveau, je vais faire un petit CTRL-I pour que ce soit mieux. Donc ici notamment, il y avait un petit décalage qui n'était pas incroyable. Donc si je le lance, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui se passe parce que j'ai pas mis d'affichage. Donc à nouveau, on peut soit utiliser le debugger, soit on peut mettre des affichages. Donc là, je vais mettre un petit affichage, std cout. Le maximum de, alors c'est A, on a dit, et B, et, alors peut-être un petit espace, voilà, max. Et on fait un passage à la ligne. Voilà, maintenant, au moins, ça permettrait d'avoir un petit peu d'affichage. Le maximum de 5 et 10, et 10, j'ai manqué un... Il y a un espace qui manque ici. Voilà. Alors bien sûr, il faut vérifier, hein, si par exemple je remplace 5 par 15, est-ce que ça marche toujours? Le maximum de 15 et 10, c'est 15, donc dans les deux cas, ça marche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver le maximum de 3 entiers. Hein. Donc mettons que je vais prendre C égale 27. Voilà, et j'ai envie d'avoir le maximum de A, B et C. Alors dans ce cas-là, il faut commencer par déterminer le maximum de A et B. Et ensuite, il va falloir déterminer le maximum de deux autres entiers. Est-ce que vous devinez lesquels autres on va mettre? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre là-dedans? Quels sont les deux entiers qu'il faudrait mettre pour... Là, je vais mettre une virgule. Hein, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait mettre ici? Donc on sait que max c'est le maximum de A et B, il y a juste C qu'on n'a pas encore utilisé. Donc je vais remettre max. Et je vais mettre C. Si je prends le maximum de max et de C, là c'est sûr, j'aurai bien le maximum des trois. Vous remarquez que je n'ai pas eu besoin d'introduire une autre variable max 1 et max 2, hein. Je peux toujours très bien utiliser max égale déterminer max, max C. Donc là du coup je vais changer donc, de A, on va dire B et C. Donc de A. On va mettre B avec une petite virgule. A, B et C. Voilà. Le maximum de 15, 10, 27 et 27. Ça c'est bien. Alors imaginez qu'on aimerait bien, parce que là j'ai mis des valeurs, et d'ailleurs c'est une bonne façon de tester. On pourrait très bien utiliser les fonctions qu'on a créées tout à l'heure. Vous vous rappelez, tout à l'heure on a créé une fonction saisir entier. Donc short saisir en entier, hop, je peux l'utiliser, sauf que moi je préfère mettre des longues ici. Donc je vais juste la réécrire et mettre longue à la place, pour être avec le même type. Hein. Ici je vais mettre la même fonction à nouveau, hop, je vais mettre là. Donc longue. Bon, d'ailleurs j'aurais pu mettre des int partout, hein, ça aurait été aussi simple en réalité, mais bon. Bref, en tout cas donc là on a saisir un entier qui permet de récupérer des nombres. Donc au lieu de faire ça, vous pouvez très bien appeler du coup, au lieu donc de mettre des valeurs en dur comme ça, qui est une bonne façon de tester, on peut également s'amuser à appeler saisir un entier et dire donc A égale saisir un entier. Voilà, pareil avec B. Pareil avec B, C. Et comme ça, ça permet de pouvoir tester d'autres valeurs, quoi. Donc là, entrer un entier, le premier on va dire, je sais pas moi, 16,
le deuxième 2 et le troisième 89, le maximum de 16, 2, 89 et 89. Bon, et là, vous pouvez tester avec autant de valeurs que vous voulez, donc ça peut être intéressant. Donc vous voyez qu'on peut avoir plusieurs fonctions. Alors pour le moment, j'ai juste 2 fonctions, mais imaginez que vous en ayez 3, 4, 5, voire plus, ça sera intéressant de créer ce qu'on appelle une bibliothèque. Pour créer une bibliothèque, il faudrait créer 2 fichiers qui s'appellent bibli.h et bibli.cpp. Donc là, on va le faire rapidement. Donc on peut peut-être le faire ici, clic droit. On va le faire ajouter, add new plutôt, pas passer les fichiers existants, mais add new, c'est-à-dire ajouter des nouveaux fichiers. Et on va commencer par ajouter le header file. Le header file, alors, on va appeler bibli tout simplement. Souvent on les appelle bibli, on peut l'appeler bibli.h, mais de toute façon par défaut ça s'appellera bibli.h. Et vous allez voir que dans mon... je vais rapetisser, là je suis dans maximum, donc dans ce dossier-là, vous voyez, dans ce projet, vous voyez qu'il y a bibli.h. Alors dans bibli.h, au départ, vous avez quelques lignes. Alors le but de ces lignes, c'est que on n'inclut pas la bibliothèque plusieurs fois. Donc on veut éviter en fait que des fonctions soient définies plusieurs fois. Donc tout le contenu doit être entre les lignes define et endif. Hein, d'accord, toujours à cet endroit-là. Alors, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on recopie ici les prototypes. Voilà. On peut également mettre une petite ligne du genre cette fonction détermine le maximum de 2 entiers, par exemple. Et vous pouvez également avoir une autre ligne qui dit cette fonction permet de saisir un entier. Alors honnêtement, dans ce cas précis, hein, le nom de la fonction est assez explicite, mais ça peut être pas mal, et parfois on a des fonctions un peu plus compliquées. Ensuite, on va créer un autre fichier qui sera cette fois-ci un source. Tout à l'heure, j'avais choisi header, cette fois-ci, je choisis source. Et donc, ça, je vais l'appeler bibli.cpp, donc par défaut, ce serait .cpp de toute façon. Il va apparaître également là-dedans, mais dans les sources. Hein, headers, donc ce sont les bibliothèques .h, et sources, c'est les .cpp. Donc lui, il est vide, hein, tout simplement au début. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier mes 2 fonctions à l'intérieur, du coup, de bibli.ccp. Voilà. Alors, pour le moment, il y a des petites erreurs. Hein, on vous dit use of undeclared identifier std. Alors, ce qu'on fait également, c'est que généralement, on copie le include. Cet include est nécessaire hein, pour les affichages. On le met également là-dedans. Donc, les includes, on les met aussi dedans. Les define aussi, hein, si vous avez des constantes, des choses comme ça. Ensuite, dans main.cpp, je vais mettre un include, mais justement de la bibliothèque. Bibli.h. Voilà. Et il va falloir également la mettre dans bibli.cpp, notamment à cause du IOStream. Voilà. Donc maintenant, je rappelle, hein, donc dans le main, on n'a plus que le include bibli.h et le main lui-même. Dans bibli.ccp, vous avez les 2 définitions de fonctions en entier. Et dans bibli.h, vous avez les includes éventuels et les 2 prototypes. Donc je fais CTRL R pour lancer. Donc normalement, ça devrait fonctionner de la même manière, hein, en entrée en entier, 5, 2, donc ça c'est ABC, 5, 2, 4, et le maximum c'est 5. Voilà, donc ça peut être utile de savoir faire ça, notamment quand on a pas mal de fonctions, ici il n'y en a que 2, donc ça semble moins essentiel, mais ça peut être utile. Donc n'hésitez pas à faire la même chose pour les autres programmes, notamment pour le Delta ici. Hein, entraînez-vous, essayez de créer un bibli.h et un bibli.cpp, vérifiez que ça marche toujours. Vous pouvez également regarder dans vos dossiers, vous allez voir que dans le dossier, donc ça s'appelle maximum, et dans maximum, vous voyez qu'il y a le main et bibli.h, bibli.cpp. Donc il faut absolument que ce soit dans ce dossier-là. Mais normalement, ça l'a fait automatiquement hein, de base. Alors pour résumer, si on veut ajouter une bibliothèque, il faut ajouter 2 nouveaux fichiers au projet, bibli.h, bibli.cpp, qui sont respectivement des header files et des source files. Vous faites add new avec un clic droit sur le projet. Dans bibli.h, vous mettez les prototypes des fonctions. Dans bibli.cpp, les définitions des fonctions, c'est-à-dire les fonctions en entier. Hein. Dans le main, vous n'oubliez pas d'inclure include bibli.h. Je vous conseille de faire pareil dans bibli.cpp, souvent vous en aurez besoin. Et vérifiez que les 2 fichiers, bibli.h et bibli.cpp, sont bien dans le dossier du projet. Également dans le header file, hein, je vous avais dit qu'on met les prototypes, mais souvent on met également les define, les include. Et voilà. Donc voici pour résumer. Alors, comme d'habitude, pour vous entraîner, je vais vous proposer d'autres exercices. Hein, c'est important d'avoir des exercices qui ne sont pas corrigés justement pour vous motiver
à trouver la solution vous-même. Donc un premier exemple, c'est la fonction puissance. Donc la fonction puissance, c'est l'équivalent de POW qu'on trouve dans les bibliothèques de mathématiques, qui prend donc un réel en entrée ainsi qu'un entier. Donc x c'est un réel, n c'est un entier, et qui est en sortie donc le résultat x puissance n. Donc pour faire x puissance n, il ne faut pas appeler la fonction power, c'est un peu trop facile. Ce que je vais vous demander de faire, c'est donc dans la fonction, d'utiliser une boucle for. Donc d'abord créer le prototype de la fonction, écrire un exemple d'appel de fonction, écrire la définition de la fonction, c'est-à-dire la fonction elle-même. D'abord vous vous contenterez du cas où n est positif, d'accord? Donc x fois x fois x fois x avec n positif. Ensuite vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand n est négatif. Rappelez-vous quand même, qu'est-ce qui se passe quand x est négatif, hein. Imaginez que vous ayez x puissance moins 3 par exemple. X puissance moins 3 c'est comme 1 sur x puissance 3. Hein. Donc c'est la même chose que 1 sur x fois x fois x. Donc une puissance négative ça veut dire que c'est au dénominateur en fait. Hein. Puis bien sûr, le cas où n égale 0, ça veut dire ça vaut quoi? X puissance 0, ça vaut 1. Et de manière générale, hein, x puissance n, vous le savez tous, c'est x fois x fois x, n fois, et c'est pour ça qu'on est obligé de faire une boucle for hein, pour pouvoir avoir le produit de tous ces nombres. Et ensuite, vous devez être capable donc, de calculer 2 puissance 6 et 10 puissance moins 3 avec votre fonction puissance. N'hésitez pas à rajouter une saisie hein, pour saisir x et n d'abord, donc comme on l'a fait dans l'exercice précédent. Et un autre exercice qui peut vous intéresser, c'est le calcul de la factorielle. Donc calculer factorielle, on a un entier en entrée et un autre entier en sortie. Donc écrivez pareil le prototype, l'exemple d'appel et une définition. Elle doit calculer n factoriel qui vaut 1 fois 2 fois n. Donc là pareil, il faudra faire une boucle for. Tester avec des valeurs comme 5 factoriel, 10 factoriel. Demander à l'utilisateur d'entrer l'entier n, puis afficher le résultat obtenu pour n factoriel. Donc voilà, un petit exercice, deux petits exercices supplémentaires sur lesquels vous pouvez travailler pour vous entraîner. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour la suite.